RCF. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous rejoindre comme chaque mois pour les curiosités cinéphiles d'Écran Étoile, une émission consacrée au 7e art sous toutes ses formes. Un moment partagé autour des dernières sorties ciné à rattraper, des livres cinéphiles épinglés ou encore les événements auxquels nous vous conseillons d'assister. Comme à chaque fois, notre équipe se retrouve autour des micros dans la joie et la bonne humeur pour vous faire part de nos coups de cœur. Et en ce début du mois de mars, c'est avec Thomas, Muriel et François que nous évoquerons The Fabelmans, Le pire voisin au monde, Knock at the Cabin ou encore The Son, côté salle obscure, mais aussi Fred Astaire, l'expo de Johnny et les Magritte du cinéma pour les à côté de ce 7e art qu'on aime passionnément et à la folie. Bonjour les amis. Bonjour à tous. Bonjour. Et parce qu'il est probablement l'un des films les plus attendus de ce début d'année, ouvrons notre émission avec The Fabelmans de Steven Spielberg. On va faire quoi comme film ? Tu déprécies tout ce qu'il fait d'un peu léger ou imaginatif. Tu pourrais être un peu plus encourageant. Elle aurait dû devenir une grande pianiste professionnelle. Ce qu'elle a dans le cœur, tu l'as aussi. Il ne suffit pas d'aimer quelque chose, il faut aussi en prendre soin. C'est plus important que ton hobby. Arrête d'appeler ça un hobby. Maman a pris un singe. Mais pourquoi t'as pris un singe ? Parce que j'avais besoin de rire. Il faut toujours que tu monopolises l'attention. Arrête de lui crier dessus. Tu n'arrêtes pas de me manquer de respect. Je suis quand même ta mère. La famille, là, ça va te déchirer en deux. Si tu arrêtes de faire des films, ta mère sera inconsolable. Je suis perdu, je sais plus quoi faire. Fais ce que ton cœur t'ordonne. The Fabelmans, c'est le nouveau long métrage de Steven Spielberg, un biopic de 2h30, inspiré de sa propre vie. Un film tendre dans lequel on retrouve toute l'humanité propre au cinéaste. Une humanité qui refait surface, où ses souvenirs se travestissent dans une pseudo-fiction très proche de sa réalité. Un film sincère, à l'interprétation sans faille, un tantinet longuet. J'ai trouvé qu'un petit ventre mou venait ralentir la cadence dans cette histoire familiale sur fond de cinéphilie. Un film testament qui permet à ses acteurs de briller de mille feux et aux spectateurs d'en savoir un peu plus sur l'enfance et l'adolescence d'un des metteurs en scène les plus mythiques et audacieux de notre époque. Bref, une histoire de famille et de cinéma. Ah oui, tout à fait. C'est avant tout une mise en abîme, à peine déguisée, de la propre vie du réalisateur, donc de Steven Spielberg, à travers les méandres de sa propre psyché. Et puisqu'on y suit d'ailleurs le jeune Sammy Fabelman, qui tombe amoureux du cinéma après que ses parents l'ont emmené voir sous le plus grand chapiteau du monde. Armé d'une caméra, Sammy commence à faire ses propres films, à la maison, et se montre toujours hyper créatif pour rendre compte des défis qu'il aura à filmer. Alors, la frontière est assez ténue avec la vie de Steven Spielberg, mais c'est tout ce qui fait l'originalité de ce film. Oui, alors Fabelman pour Fable, je me suis un peu renseignée en fait. Je pensais que c'était d'abord les hommes de la fable ou l'homme de la fable, et en fait pas du tout. Fable, ça désigne le résumé d'une pièce qui a été écrite par un dramaturge ou un metteur en scène. Et ce petit résumé permet de mettre en valeur l'interprétation du texte pour mieux le comprendre. Et donc The Fabelman, c'est pour expliquer en fait l'histoire de Spielberg, c'est un petit condensé de sa vie pour mieux le comprendre. Alors c'est vrai que The Fabelman, ça explore aussi finalement l'univers intime de Steven Spielberg, il se met totalement à nu. Je me rappelle dans une interview avoir lu qu'il avait été particulièrement frappé lorsqu'il était rentré dans le décor de la maison de son enfance et qu'il y avait vu Michelle Williams et Paul Dano qui interprètent ses parents à l'écran. Et malgré le fait qu'il avait décidé de se détacher et qu'il savait qu'il réalisait un film, il avait eu beaucoup de mal à contenir son émotion parce qu'il retrouvait vraiment la maison de son enfance. Il avait vraiment l'impression que ses acteurs étaient ses propres parents. Et il a eu du mal en fait à ne pas mélanger en effet vie privée pour le coup et vie professionnelle. Et c'est peut-être ce qui fait qu'il y a une belle authenticité dans ce film et une très belle retranscription d'une époque qu'il a connue, les années 50 et 60 dans lesquelles il a grandi. Les acteurs sont fabuleux. Tu citais justement Michelle Williams, impérial dedans. Donc on compte aussi Paul Dano et Seth Rogen dans le rôle de l'oncle de cœur. Et alors le jeune Gabriel Labelle qui incarne le jeune Sammy.
À l'adolescence, parce que moi, j'étais plus bluffée étonnamment par le petit, celui qui débutait en fait, Matteo Zorian, Francis Deford, rien que ça. Le petit garçon qui jouait Steven Spielberg à 6 ans me paraissait parfois plus crédible que celui qui jouait Steven Spielberg plus tard, dans la ressemblance, dans les mimiques en tout cas. Mais c'est vrai que Gabriel Labelle porte le film d'une bien belle façon. Et on retrouve la patte artistique indéniable de Spielberg dedans. Ça transpire le Spielberg. C'est vraiment très très chouette. Et même dans les scènes intimes de l'existence. Oui, mais d'ailleurs, si vous vous rappelez, en décembre dernier, on avait eu la chance d'échanger avec Gilles Penseau, qui avait réalisé un magnifique ouvrage qui s'appelait Steven avant Spielberg, et qui expliquait justement toute l'enfance de Spielberg, toutes les thématiques qui avaient nourri son cinéma. Et étonnamment, ce qui m'a surpris dans le film que j'ai découvert en salle, c'est que Steven Spielberg mettait un point d'honneur à mettre sa mère en avant, alors que dans les anecdotes du livre de Gilles Penseau, on voyait que c'était plutôt son père qui avait finalement influencé son cinéma. Sa mère était professeure de piano en réalité, et le père était en effet dans l'électronique, les prémices de l'informatique. Donc, mais ce qui était étonnant, c'est cette approche en fait de la femme au centre, alors que ses souvenirs d'enfance étaient plutôt liés à son père. Bien sûr, on sait que le divorce a eu un grand impact sur Steven Spielberg, mais ça m'avait étonné en fait de faire ce choix de la mère. Je me dis quelque part, est-ce que c'est pas non plus aussi pour réhabiliter une image maternelle qu'il a peut-être déçue. Il avait peut-être décidé de faire la paix avec elle ici dans son long métrage. Il y a peut-être une espèce de psychanalyse qui est faite dans son film. Oui, comme un film de la maturité où il a fallu un peu digérer son expérience de vie pour proposer ça. Il n'y a pas d'animosité, il y a une lecture en fait sereine d'un chapitre de sa vie. En fait, c'est ça qui est interpellant. Et puis, j'aime aussi saluer les artistes qui ont collaboré. Le directeur de la photo, le fidèle Janusz Kaminski, qui propose vraiment, qui fait des merveilles une fois de plus. Et puis John Williams, dont c'est la dernière composition. 28e collaboration ensemble, et à 90 ans, il a décidé de tirer sa révérence après Indiana Jones, le 5. Il a dit que ce serait sa dernière partition, mais qu'il était très fier d'avoir écrit celle de Fabelman, et il avait décidé d'y mettre beaucoup plus d'intimité. Et c'est vrai, en fait, finalement, ce sont des notes plus au piano que les cuivres qu'on lui connaît habituellement. C'est un beau cadeau. Et donc, c'est une belle histoire des deux. C'est un beau film hommage. Après, j'ai envie de dire, c'est un film dont on sort un peu fatigué. Enfin, moi, j'ai vraiment senti les 2h30, là où d'autres films, par exemple, je repensais à She Said, qu'on a découvert en Blu-ray, qui faisait aussi 2 heures, qui m'a paru 1 heure. Ici, j'ai quand même senti les 2h30, peut-être parce que c'est un film qui est très contemplatif, qui est très minimaliste, il y a pas vraiment d'effets spéciaux, il y a voilà quelques petites trouvailles qui sont faites par les adolescents, mais des films de Spielberg, autant la liste de Schindler était très longue, autant là par exemple dans ce film-là, la liste de Schindler, je sentais pas le poids du temps. Ici, j'ai quand même par moments un peu décroché. Je m'attendais à être un peu plus émue par ce qu'il allait nous proposer. Je l'ai été quand même à quelques reprises, mais j'ai pas pu m'empêcher de me dire, si j'avais une montre, je l'aurais regardé pour voir le temps qui s'était écoulé. Et en général, c'est peut-être pas bon signe. C'est un bon Spielberg, mais je m'attendais à ce que ce soit un excellent Spielberg. Ouais, je partage totalement ton opinion. Je vais pas aller à l'encontre. C'est vraiment ça. Un petit ventre mou, quelques longueurs, mais au final, un très bon Spielberg, tout de même. Ou si on aime le réalisateur, il faut découvrir sa vie en grand, sur le grand écran, et puis son hommage au cinéma, parce que son film est ponctué de cinéphilie, de références, et ça, c'est très chouette aussi à voir. Une belle déclaration d'amour. Autre retour espéré et plutôt réussi, celui des M. Night Shyamalan, avec Knock at the Cabin, stressant et dans la veine philosophique et sociétale qu'on lui connaît. Bonjour. Tu veux bien qu'on discute un peu? Rentrez dans la maison tout de suite, ils étaient 4. Qu'est-ce qu'on a dit? Tu ne dois pas dire de mensonges quand on parle de... Ouvrez, s'il vous plaît. Ils vont entrer! Je suis là, n'aie pas peur. On ne vous veut pas de mal. Mais vous devez rester ici, dans la maison, avec nous. Depuis toujours, des familles sont choisies pour prendre cette décision. Votre famille a pour mission d'accepter de sacrifier l'un de vous trois pour empêcher l'apocalypse. On ne va sacrifier personne. À chacun de vos refus, des centaines de milliers de personnes vont mourir. Ça y est, ça arrive vraiment. Ma chérie, ferme les yeux. Êtes-vous prêt à faire un choix? Il faut que vous arriviez à nous faire confiance. On est des gens normaux comme vous. Peu importe, aucun de nous deux ne croit ce que vous dites.
Nous ne choisirons personne. Son nom suffit pour évoquer quelques grands films qui nous ont marqués. Sixième Sens, Le Village, Incassable, La Jeune Fille de l'eau, pas toujours apprécié. M. Night Shyamalan a su au fil des années distiller une atmosphère étrange dans nos salles de cinéma. Avec son 16e long métrage, c'est à nouveau le cas. Alors Knock at the Cabin, c'est un huis clos palpitant, au casting époustouflant. Le film est d'ailleurs adapté d'un roman au titre interpellant, The Cabin at the End of the World. Muriel me reprendra sur mon accent parce que le titre n'est peut-être pas très bien prononcé. Et bien, ce qui est intéressant, c'est que finalement, quand on ne sait pas que le film est issu d'un roman, on pourrait penser que c'est un scénario original de Night Shyamalan, parce que j'ai trouvé que ça collait vraiment à son univers, à ce que le metteur en scène avait l'habitude de faire. Et donc ici, une fois de plus, j'ai l'impression qu'il a adapté à merveille un roman pour le grand écran. Faut savoir que moi, j'avais été déçue sur l'adaptation de Château de sable, qui était un roman graphique qui avait donné Old, dans lequel Shyamalan expliquait beaucoup trop les choses. Et donc ici, ne connaissant pas le roman de base, je me suis dit, soit il a vraiment été très fidèle aux matériaux et donc ça fonctionne super bien, soit au contraire, peut-être qu'il s'est totalement détaché du roman dont il est issu et dans ce cas-là, peut-être que ça a moins bien fonctionné. Toujours est-il que moi je trouve que l'adaptation du livre de Paul G. Tremblay fonctionne à l'écran, pour les novices en tout cas, et c'était probablement le terreau idéal pour revoir quelque part le maître à l'œuvre et faire renaître le phénix de ses cendres. Mais pour moi, c'est vrai que je dirais que c'est un Shyamalan mineur, mais qui reste quand même très très efficace. Je le rapprocherais plutôt de Visit, sorti en 2015, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Ici, c'est vrai que l'histoire est intéressante, même très prenante par moments, mais du point de vue de la réalisation, j'ai trouvé un petit peu tiède. Il n'y a pas vraiment de scène qui marque la rétine durablement. Alors que pourtant, la forêt avec le chalet isolé, ça se prêtait justement à un petit peu plus d'ouverture vers l'extérieur. Ici, on quitte très peu l'intérieur du chalet en mode huis clos et finalement, on fait vite le tour des situations possibles dans ce lieu. Et en même temps, c'est aussi ce qui est intéressant dans la thématique. Est-ce qu'on peut croire à l'apocalypse quand on se trouve dans un endroit isolé du reste du monde et qu'on a juste la télévision pour s'informer et renvoyer une espèce de réalité? Voilà, donc je suis un petit peu mitigée sur le produit final, mais par contre j'ai beaucoup aimé la prestation de David Bautista. J'ai trouvé que derrière cette carapace de dur à cuire, il y avait une vraie tendresse qui transparaissait. C'est vrai que le casting est particulièrement bien choisi. Enfin, je pense aussi à Rupert Grint, qu'on connaît bien sûr comme étant un des personnages emblématiques de Harry Potter et qui ici est vraiment un contre-emploi, qui joue très très bien son rôle. Et aussi Nikia Muda-Bird qu'on avait déjà vu dans Old, l'adaptation du Château de sable. Donc quelque part il réemploie parfois. Et j'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour la toute jeune comédienne Kristen Cui. Enfin, je ne sais pas comment on prononce son nom, mais qui est formidable parce que cette petite porte finalement sur ses épaules l'introduction du film, ce qui doit vraiment pas être facile. Et elle reste quand même constante, même si elle est plus effacée dans la suite, elle reste quand même, je trouve, très efficace face à ces adultes qui lui donnent le change. Alors c'est vrai que je comprends ce que tu veux dire quand tu dis que c'est un Shyamalan mineur. Ce que j'ai bien aimé, c'est toutes les interrogations que ça apporte à nouveau. Ce qui m'avait un petit peu moins marqué dans Phénomène, finalement, parce qu'il a toujours tendance à questionner. La jeune fille de l'eau, c'est la même chose. Et en substance, il y a toujours des thématiques. Incassable, c'est identique. Il y a toujours un petit point philosophique derrière. Moi, je trouvais que c'était un petit peu plus appuyé ici. C'est vrai que la réalisation, elle est pas dinguissime. Il y a pas d'effets spéciaux. On est plutôt dans un schéma théâtral, donc une seule notion de temps, un seul espace. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est l'exploitation du sujet, c'est-à-dire cette angoisse latente. En fait, au départ, il ne se passe rien, mais on est très stressé. Et quand les choses se déverrouillent, on garde cette tension. La spatialisation sonore, en salle, bien sûr, elle est fabuleuse parce que peut-être aussi, c'est la première fois que je retournais en salle après des mois où je n'avais plus mis les pieds dans un vrai lieu de cinéma et j'avais vraiment des frissons, j'entendais frapper la porte, j'entendais des bruits, et j'étais vraiment comme un enfant à qui on raconte une histoire le soir, j'étais effrayée, j'avais l'impression d'avoir les yeux qui s'écarquillaient et chez moi ça a bien fonctionné, mais pour l'atmosphère. Et c'est vrai que Dave Bautista est excellentissime parce que finalement c'est lui qui est un peu le déclencheur de tout. Il a une espèce de malveillance, bienveillance dans laquelle on se situe jamais vraiment et ça interroge le spectateur. On se demande vraiment où on va aller et on ne s'attend jamais vraiment à ce qui va se passer. Donc je trouve qu'il y a un beau suspense malgré tout dans ce nouveau Shyamalan.
Côté acteur que l'on aime voir évoluer sur nos écrans dans des rôles très différents, comment ne pas évoquer le petit retour remarqué de Tom Hanks dans une dramédie gentille et plaisante à suivre, Le pire voisin au monde de Mark Foster, un film étonnant qui nous a tapé dans l'œil pour son duo détonnant. Salut Otto! Non. Qu'est-ce qu'il fabrique? Je me gare en parallèle. Parallèle à quoi? Vous avisez pas de laisser ce rat pisser à nouveau dans mon allée? L'écoute pas, il sait pas qui fait ça. C'était forcément l'un de vous. Excuse-moi d'arriver en retard. Tout le quartier part à volo en ce moment. Ça ne tourne pas rond quand t'es pas là. Tu me manques. Je vivais en noir et blanc avant de rencontrer Sonia. Veux-tu m'épouser? Ouais! Elle était la couleur. Vous prenez les autres pour des crétins et vous croyez devoir tout gérer tout seul. Vous avez tort. Personne n'y arrive. J'aime pas voir un crétin apprendre à quelqu'un à tenir un volant. Leçon de conduite. Merci. Je vous présente notre ami Otto. Débrayer et freiner. Freiner, la voiture est à l'arrêt. J'ai failli lui rentrer dedans. Ça fait rien. C'est une hybride. Mon père souriait comme ça lui aussi. Je ne souris pas. Ben voilà. Adaptation du roman vieux, râleur et suicidaire La vie selon Ove de Frederick Backman qui a été publié en 2012. Le pire voisin au monde est une très jolie adaptation du matériau de base. Alors, c'est vrai que j'ai eu le plaisir de me plonger, en tout cas pour l'instant, dans le bouquin qui a été édité chez Pocket, dans lequel on retrouve pas mal de différences en ce qui concerne le contexte de vie de ce fameux personnage qui est interprété par Tom Hanks et qui s'appelle ici Otto. Mais dans l'ensemble, je dirais que les gags sont similaires. Et ça, c'est très chouette parce que tout ce qui nous fait rire dans le film, parce que honnêtement, j'ai ri. Enfin, j'ai trouvé que c'était une comédie assez efficace à ce niveau-là. Tout ce qui est gag fonctionne très très bien à l'écran, tout comme dans le bouquin. Maintenant, ce qui m'a un petit peu plus dérangé entre guillemets, c'est la contextualisation du pourquoi ce personnage est devenu le voisin aigri qu'on connaît. Dans le livre, on parle beaucoup du rapport au père. Ici, dans le film de celui du décès de sa femme, qui était la couleur dans sa vie grise, comme il l'a dit à plusieurs reprises. Donc, je dirais que finalement, Mark Foster a fait une jolie adaptation du matériau de base, là un petit peu adapté à la sauce américaine, mais justement a taillé un rôle sur mesure à un Tom Hanks qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans ce style-là. Face à lui, on a Mariana Trevino, qui est une très très bonne comédienne, qui joue une Mexicaine, là où dans le roman il s'agit d'une Iranienne, qui vient perturber tout simplement l'équilibre ou le déséquilibre de la vie de Otto, qui vient frapper à sa porte et insister pour le faire sortir de ce quotidien morose, et qui va à nouveau donner un peu de lumière dans un ciel morne. Alors ça fonctionne, c'est une belle petite comédie. Tom Hanks est fidèle à lui-même. Je dirais qu'il prend pas de grands risques à interpréter ce Otto, même si ça fonctionne. Je dirais que c'est une jolie petite dramédie, un petit feel-good dramatique et drôle qui fonctionnera peut-être plus à la télévision que sur les grands écrans. Mais écoute, moi j'ai beaucoup aimé, peut-être parce que c'est un genre que je vais rarement voir au cinéma, ce mélange de drame et de comédie. Du coup, celui-là, j'avoue, je suis allée le voir parce que Tom Hanks, il est forcément excellent dans le rôle de ce type fermé et en dépression, clairement. Et c'est vrai que le duo avec Mariana Trevino, moi, ça m'a fait rire, quoi, et beaucoup d'émotions aussi. En fait, je suis passée du rire aux larmes pendant tout le film, donc pour moi, ça a bien fonctionné sur moi, en tout cas. Et oui, et le mari maladroit aussi. Oui, oui, c'est ça, c'est les gags sont vraiment très très chouettes. Oui, beaucoup d'humanité dans le film. Moi, il y a peut-être un petit truc qui m'a un peu dérangé, c'est l'interprétation de Truman Hanks dans le rôle de Otto jeune. Parce qu'en fait, j'avais l'impression de voir deux personnages différents. Oui. Il le joue, j'ai l'impression que quand on voit Otto jeune, on pourrait presque penser qu'il a un trouble du spectre de l'autisme, finalement. Et puis, Tom Hanks le joue pas du tout comme ça. C'est un ours mal léché, oui, bougon, etc. Mais voilà, quoi, sans ce problème-là. Et ça, c'est les seuls moments où je suis sortie du film. C'est quand on passait des flashbacks au quotidien. Et j'ai l'impression que c'était pas le même
personnage. C'est vrai. J'avais cette sensation de sortir aussi de l'intrigue, à tel point que je me suis dit ça aurait peut-être mieux fonctionné si, comme c'est fait à certains autres moments du film, Tom Hanks racontait les choses tout simplement en tant que lui maintenant. Enfin, Otto maintenant racontait les raisons de ses agissements. Il le fait. J'ai pas compris pourquoi tantôt des flashbacks, tantôt un récit qui se faisait dans le temps présent. C'est vrai que ça m'a dérangé un peu aussi parce que je trouvais déjà que le personnage lui ressemblait pas spécifiquement. Il est beaucoup plus costaud que le Tom Hanks. Bon après, le physique change avec la vie, mais j'avais du mal aussi à penser que c'était le même personnage et ça me sortait aussi de l'histoire. C'est vrai que c'est peut-être ce qui m'a moins ému, c'est ça. C'est le fait de n'avoir jamais eu cette sensation d'être totalement immergé dans le film. Je trouvais que c'était très tendre, qu'il y avait des belles émotions quand on voyait le Otto. Alors on dit que c'est un vieux monsieur, il a une 60aine d'années, hein, c'est pas non plus un Clint Eastwood au crépuscule de sa vie. J'ai lu à plusieurs reprises qu'il y avait une erreur de casting. Moi j'ai trouvé que pas du tout, que Tom Hanks faisait le job et que justement le faisait bien, sortait un petit peu de ce côté gentil voisin justement qu'on a l'habitude de voir. Maintenant il n'y a pas de grande prise de risque, mais il a fait ce qu'il fallait faire. Je n'aurais pas vu à sa place justement un Clint Eastwood ou un Robert Duval comme d'autres l'ont suggéré. Moi je trouvais que c'était franchement une bonne idée de le prendre lui. Parce que justement, il amène cette tendresse, cette humanité, cette bienveillance qui lui est propre au fil de l'histoire. Et ça, j'ai vraiment bien aimé. Je m'attendais à verser ma petite larme, mais ça n'a pas été le cas, en tout cas me concernant. Mais peut-être la faute à ce déséquilibre par moment, parce que Mark Foster a quand même fait pas mal d'autres films plus marquants. Et j'ai pas retrouvé cette sensibilité, cette émotion que je pensais trouver. Oui, pour moi, c'est vrai que finalement, il aurait pu se passer des flashbacks. On pouvait très bien nous raconter, comme tu disais, l'histoire et pas être sorti comme ça et rester, au moment de cette décision de Otto. Enfin, on va pas dévoiler ce qui se passe, mais bon, voilà, il est dépressif, donc voilà. Et se contenter en fait de ce quotidien chamboulé par l'arrivée de cette famille. Envahissante mais bienveillante, et je pense que c'est vrai que le film aurait été plus équilibré si on avait juste eu cette partie-là de l'histoire. Ouais, donc un film sans méchant, bien gentil à découvrir encore dans certaines salles. Et si nous mettons un point d'honneur à partager nos coups de cœur, une fois n'est pas coutume, Thomas, lui, a un petit compte à régler avec quelques comédies françaises sorties le mois dernier. Oui, en effet, Véro, deux incontournables blockbusters de comédie française, et je mets bien comédie entre guillemets, du moment, que sont Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, et Alibi.com numéro 2. Alors ce sont deux films incontournables dans le sens où on peut pas passer à côté du matraquage publicitaire qui est fait depuis des semaines et des semaines. Ce sont deux films qui arrivent en première place du box-office en France. Astérix a déjà près de 3,7 millions spectateurs, Alibi.com plus de 2 millions. Alors ça pose question parce que, moi j'ai vu les deux, j'ai absolument pas accroché du tout, ni à l'un ni à l'autre. Cet Astérix, on l'attendait avec impatience quand même, puisque un Astérix réalisé par Canet, il y avait de quoi susciter la curiosité. Guillaume Canet, cinéaste césarisé qu'on ne présente plus, il s'illustre dans différents genres, Canet aussi bien dans le polar, dans le dramatique, dans le comique. Alors un Astérix par Canet, pourquoi pas, c'était un peu la curiosité. 5e volet donc d'Astérix adapté au cinéma. Je refais le pitch en 2 mots au cas où certains ne l'auraient pas encore vu et entendu. On est en 50 avant Jésus-Christ, évidemment. L'impératrice de Chine a été emprisonnée suite à un coup d'État, et la princesse de Chine donc vient demander l'aide des irréductibles Gaulois pour partir à la rescousse de l'Empire du Milieu. Donc ça c'est le résumé du pitch. Astérix et Obélix qui vont donc partir vers le pays de la soie, et César qui a eu la même idée puisque Cléopâtre lui donne des envies de se réaffirmer, et voilà, il dit pourquoi pas la Chine finalement, c'est un milieu un empire que je n'ai pas encore conquis, voilà. Le résumé, le pitch est assez simpliste. C'est un scénario qui pourrait s'adresser à un enfant de 4 ans, je dirais, parce qu'il n'y a pas vraiment de grande surprise. Sauf que les enfants, j'en ai pas vu beaucoup rire dans la salle. J'étais assez attentif à ça. On va reprendre vraiment dans les grandes lignes, c'est ce qui ne fonctionne pas avec cet Astérix. D'abord le casting,
On a Canet, Lelouch, Astérix, Obélix. Il faut chercher loin dans les ressemblances. Alors bon, pourquoi pas? Finalement, on peut essayer de faire abstraction de ça, mais quand on voit toute l'équipe qui est entourée, c'est une équipe de copains, Guillaume Commandeur notamment, Marion Cotillard évidemment dans le rôle de Cléopâtre, Vincent Cassel en Jules César. C'est une potion qui n'est pas magique, mais qui est pathétique. Vraiment, il suffit de les regarder et on retrouve absolument pas un seul des personnages du Derzo, mais non seulement ça, on ne retrouve pas un seul des caractères. Puisque Astérix est devenu un vegan à tendance dépressive, César est un homme soumis. Alors dans la bande dessinée, on voit que c'est quand même quelqu'un qui impressionne. C'est quelqu'un d'imposant, Jules César. Bon là, ici pas du tout. C'est un homme qui est soumis, qui n'a aucun caractère, qui s'affirme pas. Obélix, si on fait abstraction, oui, il y a peut-être des petites paquerettes dans les yeux, ça peut encore passer, mais alors la ressemblance, pas du tout. On est très très loin du Obélix incarné par Depardieu dans les 4 premiers. Voilà, donc on a une cible qui n'est pas définie, puisque Canet ne cible pas son public. Il essaye de faire de l'humour avec beaucoup de références cinématographiques, notamment des références à Michel Audiard. Il y a une référence à La Chèvre, puisque Pierre Richard joue Panoramix dans le film. Ce sont des petits gags assez drôles, oui, quand on comprend, mais je suis pas certain que les enfants comprennent toutes ces références-là, ni même les adultes, puisque, je vous dis, moi, j'ai entendu personne rigoler dans la salle. Personne n'a rigolé à un moment, et je trouve ça catastrophique, puisqu'on présente quand même ça comme un film familial, une comédie familiale. Quand il n'y a pas un seul rire, et que les gens partent sur le générique de fin, il y a quand même de quoi se poser pas mal de questions. L'humour qui tombe à plat. Canet a essayé de faire un peu comme Chabat l'avait fait pour Mission Cléopâtre. Beaucoup de références, des private jokes, il utilise beaucoup de guests. Oui, aussi bien dans le cinéma que dans la chanson. Oui. Alors ça plaît ou ça plaît pas. Oui, il y a des fans de certains chanteurs, chanteuses qui sont présents dans le film. On va pas les citer. Aussi, Voilà. Bon, ces gens-là peut-être vont retrouver des petits clins d'œil, mais encore une fois, ça s'adresse pas à un grand public. On a des petits clins d'œil qui sont beaucoup trop ciblés. Un humour qui tombe à plat, et moi, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est que je ne retrouve à aucun moment l'esprit de Goscinny, qui est quand même la base d'Astérix. On a évidemment la ressemblance avec les personnages du Derzo, mais il y a aussi l'humour propre à Goscinny qu'on ne retrouve pas. Et ce qui me fait dire finalement qu'Astérix c'est un prétexte commercial, plus qu'autre chose. Astérix Obélix sur une affiche, c'est vendeur. On aurait pu appeler ça Trifouille et Tartampion au Pays de la Soie, c'était la même chose, quoi. Voilà, le côté très 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 dérangeant. Et ce qui en fait, je vous dis sincèrement, pour moi, la plus mauvaise des adaptations d'Astérix. Quand on prend l'ensemble des 5. Peut-être qu'il aurait dû finalement faire une comédie potage de potes, mais ne pas partir du tout sur l'univers. Ça aurait pu fonctionner s'il partait sur un univers totalement étranger à la BD. Oui, c'est ça. Mais il ne rend pas du tout hommage à l'univers dont il est issu. C'est pas du tout un hommage. Non, moi je l'ai vu comme ça. Peut-être que d'autres publics diront l'inverse. Il faudrait voir un peu au niveau des ados, ce qu'ils en pensent aussi. Moi, je suis fort attaché quand même à l'esprit du Derzo, Goscinny. J'avais beaucoup aimé le premier, par exemple, Astérix et Obélix contre César, qui est peut-être pas le plus réussi au niveau du scénario, mais peut-être le plus fidèle à l'esprit de Goscinny. Le deuxième était pas mal, Mission Cléopâtre, mais pour l'humour de Chabat, qui est un peu différent de Goscinny, mais il y avait la même volonté de faire rire, quoi, la même recherche du comique. Le troisième, il est catastrophique sur le point de vue Astérix, mais il est génial, c'est pour le duo Poulvord de Delon, Brutus César. C'est vrai. Voilà, il y a des petites choses qui sont bonnes dans les 4 premiers, mais alors ici le dernier pas du tout. Moi, je serais curieux de voir dans quelques années qu'est-ce qui va rester de ce 5e. Je suis pas convaincu. De faire sa vie en dehors des salles, parce que les gens, le bouche-à-oreille fait que, voilà, tu l'as dit, il y a eu un matraquage marketing, faut dire ce qu'il est assez important. Mais peut-être qu'en fait, c'est au niveau des DVD ou peut-être au niveau du rachat pour une diffusion à la télé que ça va se marquer davantage. Puisque les gens auront été déçus, se seront peut-être sentis grugés, peut-être qu'il y aura pas de suite. Tu vas en salle, tu te fais un peu racketter, tu le dis, mais tout le monde est curieux de voir
Oui, c'est ça, c'est la curiosité. Faut voir la vie après, peut-être. Et puis, moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est que les éditions Albert René sont partie prenante dans la coproduction du film. Donc, l'éditeur, Uderzo, n'est plus là pour tenir les rênes du bazar. Mais c'est ça qui est inquiétant. Jusqu'où ça va aller? Pour relancer les BD, peut-être que oui. Je sais pas. Oui, peut-être recréer un Astérix, l'Empire du Milieu en bande dessinée, pourquoi pas. Mais je vois pas trop l'intérêt. En tout cas, ça dessert vraiment l'esprit Astérix. Et l'autre grosse déconvenue, c'est la deuxième déconvenue, Alibi.com. 2 suites du premier opus de Philippe Lachaud qui était sorti en 2017, Alibi.com, qui était une gentille comédie, qui nous avait laissé un souvenir assez positif. Je pense que tu l'avais vu aussi, Véro. Muriel, je sais pas, non. C'était une gentille comédie, qui se laissait regarder. Alors le pitch de celui-ci, du deuxième, on a le personnage de Greg qui a fermé son agence d'alibi et il a l'intention de se marier. Seulement, il n'a pas envie de présenter ses parents à son épouse puisque ses parents, c'est un escroc qui est joué par Gérard Jugnot et une ex-star du X qui est jouée par Ariel Dombal. Donc il lui faut trouver des parents de secours, des faux parents et c'est le prétexte finalement à réouvrir cette agence d'alibi avec ses camarades Arouti, Boudali. Le casting est assez similaire à part les petits nouveaux qu'on a cités. On a de nouveau Philippe Lachaud, Didier Bourdon et Nathalie Baye dans le couple de vos parents, Élodie Fontan. La première partie fait sourire. Je ne vais pas cracher dans la soupe. Il y a eu des moments dans la première demi-heure, en tout cas, qui m'ont fait sourire. Mais après, c'est la dégringolade totale. On dégringole. C'est une accumulation de gags improbables et puérils. Je trouve ça vraiment, c'est très bas. Bon, je me suis posé la question, mais finalement, qu'est-ce qui fonctionne? Est-ce que le public est vraiment demandeur de ce genre de cinéma? Moi, ça me laisse quand même beaucoup très très perplexe puisque donc on est à la veille des vacances. Ces deux films sont sortis à la veille des vacances scolaires. Pathé et CN5 Productions qui sortent la grosse artillerie pour aller voir ces films. Finalement, on nous dit vous devez voir ces films. Vous n'avez pas le choix. Ce sont des incontournables. Et à côté de ça, on a quand même des gentilles comédies. Je prends l'exemple d'Un homme heureux qui est passé presque inaperçu. Et pour moi, qui vaut vraiment la peine d'être vu. Si on veut comparer dans le style comique, moi je dirais franchement, allez voir Un homme heureux. C'est une petite comédie sans prétention, dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est passé vraiment, qui est sorti entre deux, entre deux. Mais avec une vraie thématique. Avec une vraie thématique, avec une vraie recherche comique, c'est ça. L'idée d'Un homme heureux, c'est vraiment, il y a une recherche de comédie que je n'ai pas retrouvée dans Alibi.com. Probablement le reflet, c'est ce que je me suis dit. Je me suis posé cette question en voyant tout ce public s'esclaffer devant ça. Et finalement, est-ce que c'est le cinéma qui est le reflet de cette société ou est-ce que c'est le cinéma qui amène cette société à aimer ce genre de produit? Bon, c'est le chien qui mord sa queue. C'est clair, oui. Mais disons que pour l'avoir vu dans la cérémonie des Césars il y a quelques jours, on sait que le beau cinéma français ne cautionne pas. Ils ont pas mal taclé le Astérix à plusieurs reprises, très gentiment. Et donc on sent quelque part que ce sont des films qui n'appartiennent pas vraiment à la famille du cinéma français, avec un grand C. Et malgré tout, c'est ce qui fait qu'il y a de plus en plus de monde dans les salles. Ça sauve les salles, les complexes et les petits cinémas, et en même temps, ça dessert le beau cinéma. Voilà, on est dans un entre-deux un peu délicat, je dirais. Enfin, voilà, c'est un petit coup de gueule que je voulais partager avec vous, puisque ces deux films-là, on pouvait pas passer à côté, malheureusement, et on a le droit quand même de dire ce qu'on en pense. Bien sûr, on est là pour ça. Et fort heureusement pour nous, on peut compter sur des films de qualité pour redorer le blason du 7e art, donner des lettres de noblesse à certains cinéastes qui ont le don de nous émouvoir et nous bouleverser. C'est le cas notamment de Florian Zeller, qui, après The Father, multi-récompensé, nous revient avec un nouveau film coup de poing, The Son, sorti il y a quelques jours, un métrage à ne pas manquer. Qu'est-ce que tu fais là? Nicolas ne va plus en cours depuis presque un mois. Je voulais te demander comment ça va. Il s'est passé quelque chose? Tu te rends compte que le lycée envisage de te renvoyer? Je peux vivre avec toi? Tu dis que tu ne te sens pas très proche des gens de ton âge. Ton autre fils aussi a besoin de toi. Et tu travailles à longueur de journée. Est-ce qu'il a réussi à parler du divorce? J'ai essayé de te soutenir, de te donner de la force. Qu'est-ce qui se passe? Tu te drogues?
Tu crois vraiment que tu peux vivre comme ça en faisant ce que t'as envie de faire? Je comprends pas ce qui m'arrive. J'ai l'impression d'avoir tout raté. J'ai pas été là pour lui. Il y avait tellement de joie dans notre famille. Tu fais toujours tes beaux sermons sur la vie et après tu nous abandonnes. J'ai le droit de refaire ma vie! Ah, mon fils, tu es venu me dire que tu es un père modèle? Tu veux que je t'applaudisse? C'est mon petit garçon. Je peux pas le laisser tomber. Auteur de romans et de pièces de théâtre, Florian Zeller s'est fait connaître des spectateurs en 2020 lorsqu'il réalise son propre écrit The Father, un excellent film qui offre à Anthony Hopkins l'un de ses meilleurs rôles. Lauréat de l'Oscar de la meilleure adaptation et du meilleur rôle pour Hopkins, The Father s'inscrit dans une trilogie d'où est également issu The Son, donc le fils, son nouveau long métrage, et le moins que l'on puisse dire, c'est que Florian Zeller parvient à réaliser l'exercice difficile de nous assainir un deuxième coup de poing et de nous offrir un petit bijou familial tendu et dramatique comme on les aime, un film prenant qui nous poursuit des jours durant. Il faut dire que c'est assez difficile de parler de son intrigue sans trop en dire, mais on peut néanmoins parler du postulat de départ. Peter et Kate, deux anciens amants et parents de Nicholas, s'inquiètent lorsque ce dernier ne fréquente plus les cours et commence à s'éteindre, ne devenant plus que l'ombre de lui-même. Décidés à découvrir ce qui enlève le goût de la vie de leur fils, les deux parents vont tenter d'établir un dialogue, le soutenir, le faire sortir de sa coquille, le relever, mais aussi éviter le pire. Tout le film, comme tu disais, repose sur la volonté du réalisateur, Florian Zeller, de montrer l'impuissance des parents face à la détresse psychologique de leur fils. Alors, le sujet, il est dérangeant, mais il est parfaitement retranscrit à l'écran. On sent un malaise constant qui nous habite et qui ne nous quitte pas. Et on se dit même parfois que l'amour ne suffit pas face à une santé mentale déficiente. Oui, alors ce qui est très important aussi, c'est de savoir que puisque c'est issu du théâtre et d'une pièce, c'est un film qui se tient aussi en un huis clos. En fait, c'est aussi un seul espace, un seul temps. C'est très approprié pour transposer la pièce. On se retrouve parfois dans l'appartement de Kate, donc la mère, celui de Peter qui est plus froid, ou encore dans leur bureau. Où on voit finalement que les décors reflètent un peu la personnalité des parents qui se sont aimés passionnément, fortement, qui se sont probablement déchirés, ça c'est dit en substance, et qui ont en effet marqué par leur séparation leur jeune fils Nicholas. Deux parents qui sont interprétés à merveille par Laura Dern d'une part et Hugh Jackman de l'autre. Je crois qu'on peut aussi relever le rôle de Vanessa Kirby qu'on a tendance un peu à occulter parce que on a deux grosses têtes d'affiche, mais Vanessa Kirby qui joue la belle-mère, donc la nouvelle compagne de Hugh Jackman. En réalité, voilà, je crois que c'est vraiment un trio de tête qui fait que ça fonctionne très très bien. Et bien évidemment, en face, on a le jeune Zen McGrath qui excelle aussi. Avec une apparition remarquée d'Anthony Hopkins qui revient ici dans le rôle du grand-père, le papa de Hugh. Il est glaçant dans le rôle donc de ce grand-père qui a choisi en fait toute sa vie de privilégier le travail à sa vie de famille. Mm-hmm. Alors c'est vrai que le film est interpellant dans le sens où on ne sait pas trop, si on n'a pas lu la pièce, ce à quoi on va faire face. Et c'est un film qui va de toute façon révéler des choses aux spectateurs, qui va les marquer pleinement. Sans trop en dire, on peut dire que tout le monde est bouleversé par un événement mineur, mais qui va prendre une ampleur assez importante et qui va faire que, comme tu le disais, les parents vont se sentir démunis face à cet adolescent qui communique très peu. Et ça, c'est une constante dans la société actuelle, c'est que les adolescents s'enferment quand ils rentrent chez eux, ils vont dans leur chambre, ils vont sur les réseaux sociaux, ils parlent de moins en moins. Et Florian Zeller parvient à mettre en avant un sujet d'actualité dramatique, très clairement, mais de façon très intelligente. Oui, comme un espace caché de l'adolescence, que l'adolescence traverse, veut garder pour lui. Et en fait, c'est ça, cet adolescent ne se dévoile pas, mais souffre énormément de la séparation de ses parents. Et quelque part, on souffre avec lui. Mais nous, en tant que parents, enfin, si on est parents, et même, je pense que même si on n'est pas parents de toute façon, c'est un film qui parle à tout le monde, puisqu'il est vrai dans ce qu'il donne à voir, dans ce qu'il nous montre. C'est un film qui est coup de poing. Je pense que c'est un véritable uppercut émotionnel qui nous est adressé. C'est vraiment c'est un film qui vaut vraiment la peine d'être vu dans une salle de cinéma parce que il est un peu intimiste. Tu parlais un peu du théâtre. Ça fait songer un peu à un théâtre. Et puis la réalisation, elle épouse les tourments de ces personnages
et se veut intime. Donc il y a quelque chose de fragile et de terrible à voir là-dedans, une sorte de malaise, une sorte de douleur vécue par les personnages, un peu tous quelque part, de l'impuissance des parents finalement à la souffrance de l'adolescent qui ne parvient pas à dépasser la séparation de ses parents. C'est poignant, c'est tragique. Et 4 regards croisés d'une même histoire, et c'est ça qui est très intelligent, c'est que tantôt on épouse le regard du père, tantôt celui de la mère, parfois celui de l'enfant, et surtout celui de la belle-mère. Donc c'est vraiment un ensemble de regards sur une même vie, mais chacun avec sa propre lecture des choses. Ah, exactement. Laura Dern, parfaite dans le rôle de l'épouse délaissée, j'ai envie de dire, de la formidable maman qu'elle est, démunie en fait. Hugh Jackman, lui, il est à la fois très fort, on le voit physiquement, il a cette carrure, donc on n'oublie pas non plus que c'est un amateur aussi de films d'action, et en même temps, il est terriblement fragile dans le rôle de ce père qui souhaite simplement recommencer une nouvelle vie en fait, se construire une nouvelle famille, et il se pose la question, est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il peut le faire sans faire souffrir son propre fils? Donc voilà, c'est tout. Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup d'interrogations et alors il y a beaucoup de il y a un message qui nous est laissé mais qui se vit de l'intérieur. C'est assez cette expérience aussi de cinéma. Elle je crois qu'elle ne pourrait laisser personne indifférent. Mais au fond de chacun d'entre nous après la vision, ça va travailler. Vraiment, on va y penser, et ça va nous marquer durablement. Un film très écrit et qui pourtant dit beaucoup par ses non-dits et ses silences, et ça c'est brillant. Et on sait combien The Father avait marqué la critique et aussi les spectateurs, et je suppose que The Son en fera tout autant, peut-être même plus, parce que c'est un sujet qui parlera peut-être de façon plus universelle, que là où The Father parlait plutôt de la maladie. Ici, je pense que tout le monde a été confronté à une espèce de crise d'adolescence et une incompréhension, et j'ai hâte de voir ce que donnera La Mère, donc la troisième pièce de sa trilogie. En tout cas, Florian Zeller est un des cinéastes actuels sur lesquels on peut compter, et je pense qu'il faut encourager ce genre de démarche et aller découvrir ce film en salle. Voilà, il est sorti il y a quelques jours et vous avez de larges séances pour faire votre propre opinion. Pour notre dossier du mois, nous avons opté pour la mise en lumière d'un acteur populaire et incontournable dans le 7e art, Fred Astaire. En effet, le 24 janvier dernier, les éditions Playlist Society sortaient un livre intitulé Fred Astaire, la haute société du spectacle, un ouvrage signé Timothée Gérardin, dont on a déjà pu apprécier la plume et le professionnalisme dans des livres consacrés à Christopher Nolan ou aux religieux à l'écran, 2 autres essais publiés chez le même éditeur. Cette fois, Timothée Gérardin présente en une centaine de pages la machine Fred Astaire, connue pour ses pas de danse, mais aussi pour ses personnages hauts en couleur, un acteur qui a jalonné ta vie de cinéphile, Muriel. Oui, c'est un livre qui m'a donné envie de me replonger dans la filmographie du célèbre danseur de claquettes qui fit les beaux jours de la RKO à la grande époque d'Hollywood. Alors moi, j'ai eu la chance d'être élevée dans une famille avec une maman fan de comédie musicale. Donc voilà, tous les Fred Astaire, les Gene Kelly, les Eleanor Powell, je les ai tous vus enfants, revus adolescentes, et je continue à les porter dans mon cœur. Et c'est vrai qu'ici ce petit essai brosse vraiment, comme tu le disais, en une centaine de pages, la carrière au cinéma de Fred Astaire à travers ses plus grands films, ses plus beaux numéros de danse qui sont détaillés. Lui qui a durablement marqué le cinéma populaire des années 1930 et qui a réussi à traverser 2 décennies sur le grand écran, alors même que le genre de la comédie musicale commençait à s'essouffler au début des années 50. Alors pour le petit historique, Frédéric Austerlitz, de son vrai nom, est né en 1899 dans le Nebraska, dans une famille de brasseurs issus d'Autriche et de Prusse. Le papa a dû changer de métier à cause de la prohibition qui frappa les États-Unis au tout début du XXe siècle. Au Nebraska, on ne pouvait plus vendre de bière, ni en fabriquer. Direction New York, où la grande sœur de Fred, Adèle, prit des cours de danse et précipita ainsi le destin du futur petit prodige à ses côtés. Le duo passa très rapidement des petits spectacles amateurs de l'école qu'ils donnaient quand ils étaient enfants à un vrai numéro de danseurs professionnels qui les emmenèrent en tournée à travers tous les États-Unis. Et c'est ainsi que Adèle et Fred, sous le nom de scène d'Astaire, font leur début à Broadway, alors que Fred n'a que 18 ans.
Pas vraiment joli garçon et accablé d'une calvitie naissante précoce, le danseur compense avec une élégance naturelle et une aisance hors pair quand il s'agit de se déplacer sur scène de manière presque féline. Danse de salon, claquettes, le couple fait sensation sur scène, jusqu'à ce que Adele abandonne son frère et sa carrière de danseuse pour épouser un aristocrate anglais. Alors qu'il chorégraphiait déjà certains de ses numéros à Broadway, Fred doit se réinventer en solo, et c'est au cinéma qu'il arrive en 1933 dans un second rôle du film musical Le Tourbillon de la danse, qui met en avant les superstars Joan Crawford et Clark Gable. La même année, le film Carioca, qui met en vedette l'actrice Dolores Del Rio, voit naître l'un des plus célèbres couples de danse à l'écran, Fred Astaire et Ginger Rogers. La magie opère, et dès l'année suivante, le couple est mis en avant dans l'adaptation d'une comédie musicale que Astaire interprétait déjà à Broadway, La Joyeuse Divorcée. Et c'est ainsi que le couple partagea l'écran dans pas moins de 10 films au total, tournés entre 1933 et 1949, régnant sur le box-office et ce sous-genre de la screwball comédie, la comédie loufoque qui nous vient du burlesque. La classe naturelle du danseur est rehaussée par le charme glamour de sa partenaire. D'ailleurs, Katharine Hepburn dira d'eux, il lui apporte la classe, elle lui apporte le sex appeal. Pour chaque numéro de danse, des heures de répétition et des dizaines de prises sont nécessaires, Astaire ayant son mot à dire sur le moindre détail de la chorégraphie qu'il crée et qu'il réalise même souvent lui-même en passant derrière la caméra. Perfectionniste, il trouve en Rogers une partenaire tout aussi opiniâtre. De cet âge doré du genre, je vous recommande chaudement les films Le danseur du dessus et L'entreprenant Monsieur Petroff. La formule est souvent identique. Astaire tombe sous le charme de Rogers et tente par tous les moyens de la séduire alors qu'elle le trouve insupportable. Et bien sûr, la romance finit par naître entre les deux protagonistes. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. You like potato, and I like patata. You like tomato, and I like tomato. Potato, patata, tomato, tomato. Oh, let's call the whole thing off. Tout ayant une fin, même les meilleures choses, le couple de cinéma se sépare et le danseur-chanteur passe alors de partenaire en partenaire, de Rita Hayworth à Judy Garland, en passant par Sid Charisse et Eleanor Powell, deux des plus grandes danseuses du grand écran. Les années 50 vont encore offrir quelques beaux rôles à Fred le quinquagénaire, tous en scène, en une espèce de miroir de sa carrière de danseur. La Belle de Moscou, un remake musical du Ninotchka avec Greta Garbo, et Drôle de frimousse, qui impose Audrey Hepburn dans ce dérivé de Pygmalion. La comédie musicale a vécu ses belles années, ses belles décennies même, et l'acteur prend une retraite un peu forcée, non sans céder au plaisir de revenir sur le grand écran parfois pour des rôles non musicaux, comme dans Le Dernier Rivage de Stanley Kramer ou La Tour Infernale de John Guillermin, et Un Taxi Mauve de Yves Boisset en 1977. C'est un peu tout ça que le livre paru chez Playlist Society raconte, mettant en lumière les formules qui font recette, les quelques ratés, mais surtout les nombreuses réussites d'une carrière bien remplie. Fred Astaire, c'est avant tout un style inimitable, des scènes de danse devenues mythiques, qu'il danse seul ou accompagné, avec une canne ou un porte-manteau pour partenaire, avec des patins à roulettes aux pieds ou bien la tête en bas. Il continue à inspirer et à éblouir près d'un siècle plus tard. Et je ne peux que vous encourager à découvrir cet essai passionnant de Timothée Gérardin, qui vous incitera sans aucun doute à plonger dans une filmographie riche de classiques. Là, ça donne envie tout ça. Et un autre grand nom de la société du spectacle, Johnny Hallyday, un chanteur et un acteur qui a fait rêver le monde entier, qui est au centre d'une exposition que tu as visitée, Thomas, une expo visible jusqu'au 15 juin prochain. Oui, exactement. Donc l'exposition de Johnny au Palais 2 de Bruxelles, qui est tout à fait remarquable, qu'on soit fan ou non de Johnny. C'est un personnage qui a marqué les esprits, comme Elvis Presley, à plus ou moins à la même époque d'ailleurs. C'est un personnage hors norme qui a brassé les foules pendant 5 décennies, ce qui est énorme. Il a eu des funérailles nationales, enfin ça a été vraiment la totale, le mythe dans tout ce qu'il a de plus fantastique et hors norme. Donc cette exposition est l'occasion de se plonger dans son intimité et dans sa carrière artistique, musicale et bien évidemment, mais aussi cinématographique.
Parce qu'on oublie souvent de dire que Johnny a eu une carrière au cinéma. Bon, ça n'a pas été une grande carrière d'acteur, mais il a quand même, il a quand même été présent pendant toutes ces années au cinéma. Cette exposition, donc on va parler du côté cinéma bien sûr, mais moi c'est une exposition qui m'a marqué pour la reconstitution des choses. Donc évidemment la famille de Johnny a prêté pas mal d'objets rares et uniques, des pièces uniques. J'ai été assez impressionné par la reconstitution de sa chambre d'adolescent, par exemple, par son bureau de Marne-la-Coquette, qui était aussi fouillé dans le moindre détail, et enfin par sa salle de cinéma qu'on peut voir, une reconstitution de sa salle de cinéma et de sa DVD tech. Donc ils ont importé tous les DVD de Johnny dans l'exposition, ce qui permet de voir que Johnny avait des goûts très éclectiques en cinéma. Il pouvait passer de Citizen Kane à Taxi, par exemple, en passant par Clint Eastwood. Enfin voilà, c'était vraiment un passionné de cinéma. Ça se voyait dans ses goûts, dans ses classements. Tout était classé par genre, action évidemment, polar, etc., etc. Donc l'occasion de faire un bref retour sur sa carrière au cinéma, une carrière qui a commencé presque en même temps que la chanson. Déjà en 62, on le fait tourner dans les Parisiennes avec Catherine Deneuve. En 63, l'année suivante, D'où viens-tu Johnny? Évidemment, c'est un peu comme Elvis, on va utiliser l'image de Johnny pour en faire un personnage de cinéma, avant de lui confier vraiment des rôles tout à fait indépendants. Il faut attendre, la fin des années 60, par exemple, avec Le Spécialiste, qui est un western spaghetti, qui est pas son meilleur rôle, Le Spécialiste. Je sais pas si vous avez vu ça, mais c'est c'est un petit western qui tombe un peu à plat par moment. Dans cette période-là, pour moi, c'est un film qui est intéressant à découvrir ou à redécouvrir, c'est Point de chute de Robert Hossein. Donc Point de chute qui est un huis clos qui se passe en bord de mer. Donc c'est un mélange de drame, de polar. C'est l'histoire d'un voyou, donc Johnny, qui est payé pour garder une jeune femme qui a été enlevée, jouée par Pascal Rivaux. Et ils attendent une rançon, donc qui n'arrive pas. Et pendant ce temps-là, des liens vont se créer entre les deux. Bon, des liens souvent invisibles, puisqu'il y a très peu de dialogue dans ce film. Tout passe par les regards, par des petites attentions. Donc c'est une histoire d'amour, finalement, bien que on ne sait pas trop où Robert Hossein veut nous emmener dans ce film. Donc ça commence par un polar, ça dévie vers du dramatique, et puis ça reprend les chemins de la romance. On sait pas trop où ça va nous mener. C'est un film qui est assez lent. Il y a, comme je l'ai dit, peu de dialogue. Il y a la présence de Robert Hossein dans ce film qui est aussi quand même très très remarqué. Hossein qui joue le rôle du chef de bande, qui va commander Johnny dans le film. Et on a une finale qui s'apparente un peu à une sorte de Roméo et Juliette des temps modernes. Donc curiosité, voilà, si vous ne le connaissez pas, Point de chute est sorti en Blu-ray, donc je n'ai plus la collection sous les yeux, à vérifier. Point de chute qui est sorti en Blu-ray et qui est pour moi peut-être la plus intéressante des curiosités de Johnny de cette période-là. Alors Johnny, c'est aussi des caméos, évidemment. Le plus connu, c'est l'aventure de Lelouch. C'est Jean-Philippe, évidemment, à son effigie. Rock'n'Roll, de Canet. Et en visitant cette expo, je me suis rendu compte, le spectateur se rend compte que Johnny s'intéressait beaucoup à des petites choses, des gadgets de ses films. Donc il collectionnait les gadgets de ses films. Il récupérait les claps, par exemple, de films où il n'a qu'une apparition. On a évoqué Rock'n'Roll, le clap du film. Il y a une veste Salon au thème, Salon au thème de Claude Lelouch, qui est, pour moi, je pense que tu seras d'accord sur le fait que c'est certainement le deuxième film pour moi, en l'occurrence avec Point de chute, qui vaut la peine d'être vu dans la carrière, la grande et en même temps pas si grande que ça, carrière de Johnny Hallyday au cinéma. Salon au thème, c'est vraiment le film incontournable. Un des derniers, d'ailleurs, un des derniers rôles de Johnny, belle comédie dramatique qui est sortie en 2014. Parce qu'il y a quand même eu pas mal de navets entre-temps, on va pas tous les citer, mais je vais quand même citer Vengeance, de Johnny To, qui est un film tourné à Hong Kong, et qui avait, pour l'anecdote, c'est un rôle qui avait été écrit pour Alain Delon, et Delon l'avait refusé catégoriquement.
Et j'ai compris en voyant le film pourquoi il avait refusé, parce que franchement, c'est très très pénible à regarder. On a aussi La gamine d'Hervé Pallutte qui a pas eu un très gros succès. Mais tout ça, vous les voyez, il y a des affiches de ces films dans l'exposition, et c'est intéressant justement parce que ça donne envie de s'intéresser. Moi, il y a des titres que je ne connaissais pas du tout, et j'ai eu envie de m'y intéresser en voyant ça. Donc, chouette exposition, comme tu disais, qui est encore visible jusqu'au 15 juin. Et que je recommande pour les fans de Johnny ou tout simplement par curiosité, puisque ça fait quand même partie, c'est un personnage qui a marqué notre histoire à tous et plusieurs générations, notre patrimoine. C'est au Palais 12 du Heysel et l'entrée est onéreuse ? Au Palais 2. Alors au Palais 2, pardon. J'en sais rien du tout parce que j'ai eu l'entrée gratuite. Ah ouais, non. Ça, c'est juste pour avoir une idée, parce que je me dis parfois c'est très cher. Enfin, genre l'Expo Titanic, c'était 15 balles et on y restait 1 heure, quoi, non? Je saurais pas. Non, ça dure, attends, je dirais, je compte quand même 2 bonnes heures, même peut-être plus. Oui, on a passé une bonne partie de l'après-midi dans l'expo. Okay. Il y a un mélange il y a beaucoup de scénographie avec, il y a un mélange de visuel, d'audiovisuel, d'effets trompe-l'œil, ce genre de choses, des écrans, évidemment, beaucoup de musique, évidemment. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'était... il y a toute une série de documents d'époque. On voit ces livrets militaires, ces cartes, même ces cartes de banque. On a l'impression qu'on a vidé toutes ces poches, tous ces tiroirs. Mais dans une belle construction intime de sa vie, bien rangée, bien mise en scène. Il y a une partie Olympia, il y a une partie... avec tous ces costumes de scène, on voit ces motos, une voiture. Oui, c'est du lourd. C'est du lourd, mais ça vaut vraiment le coup d'œil. Ah bah, une bonne idée sortie à faire pour les congés peut-être, puisqu'on a encore ce qu'on appelait les congés de Pâques avant et qui deviennent les congés de printemps, mais pourquoi pas, ou un bon week-end à passer à Bruxelles. Et pour clôturer cette émission, je vous rappelle que la cérémonie des Magritte du cinéma sera diffusée ce samedi 4 mars sur la 3, l'occasion de découvrir qui de Nabil Benyadir, Mouli Lanners, Julie Lecoustre, Emmanuel Mar ou Jean-Pierre et Luc Dardenne repartira avec la statuette de la meilleure réalisation. Je ne vous cache pas que pour ma part, Animals de Nabil Benyadir est mon grand favori, tant il m'a marqué l'an dernier. Mais la réponse et toutes les autres grandes annonces de lauréats seront annoncées durant la grande fête du cinéma qui prend ses quartiers cette année au Théâtre National de Bruxelles. Il est l'heure pour nous, de remercier mes camarades cinéphiles de nous avoir accompagnés. Merci Muriel, François et Thomas. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous tous et on vous dit à très bientôt. Pour d'autres Focus Cinéma. À bientôt. Au revoir. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.